C'est une photo sépia, ovale, collée à l'intérieur d'un livret bordé d'un liseré doré, protégé par une feuille gaufrée, transparente. Au-dessus, photo moderne, Ridel, Lillebonne, téléphone 80. Un gros bébé à la lippe boudeuse, des cheveux bruns formant un rouleau sur le dessus de la tête, est assis à moitié nu sur un coussin, au centre d'une table sculptée. Le fond, nuageux, la guirlande de la table, la chemise brodée, relevée sur le ventre. La main du bébé cache le sexe. La bretelle glissée de l'épaule sur le bras potelé vise à représenter un amour ou un angelot de peinture. Chaque membre de la famille a dû en recevoir un tirage et chercher aussitôt à déterminer de quel côté était l'enfant. Dans cette pièce d'archives familiale, qui doit dater de 1941, impossible de lire autre chose que la mise en scène rituelle sur le mode petit bourgeois de l'entrée dans le monde. Une autre photo, signée du même photographe, mais le papier du livret est plus ordinaire et le liseré d'or a disparu. Sans doute voué à la même distribution familiale, montre une petite fille d'environ 4 ans, sérieuse, presque triste, malgré une bonne bouille rebondie sous des cheveux courts, séparée par une raie au milieu et tirée en arrière par des barrettes auxquelles sont attachés des rubans comme des papillons. Excusez-moi. La main gauche repose sur la même table sculptée, entièrement visible, de style Louis XVI. Elle apparaît boudinée dans son corsage. Sa jupe à bretelles remonte par devant à cause d'un ventre prédominant, peut-être signe de rachétisme. 1944 environ. 2 autres petites photos à bord dentelé, datant vraisemblablement de la même année, montrent la même enfant, mais plus menue, dans une robe à volants et manche-ballon. Sur la première, elle se blottit de façon espiègle contre une femme au corps massif, d'un seul tenant dans une robe à larges rayures, les cheveux relevés en gros rouleaux. Sur l'autre, elle lève le poing gauche. Le droit est retenu par la main d'un homme, grand, en veste claire et pantalon à pince, à la posture nonchalante. Les 2 photos ont été prises le même jour devant un muret surmonté d'une bordure de fleurs, dans une cour pavée. Au-dessus des têtes passe une corde à linge sur laquelle une épingle est restée accrochée. Les jours de fête, après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, sortaient du néant et prenaient forme le temps déjà commencé. Celui que semblaient quelquefois fixer les parents quand ils oubliaient de nous répondre, les yeux dans le vague. Le temps où l'on n'était pas, où l'on ne sera jamais, le temps d'avant. Les voix mêlées des convives composaient le grand récit des événements collectifs auxquels, à force, on croirait avoir assisté. Il n'en avait jamais assez de raconter l'hiver 42, glacial, la faim et le rutabaga, le ravitaillement et les bons de tabac, les bombardements, l'aurore boréale qui avait annoncé la guerre, les bicyclettes et les carrioles sur les routes à la débâcle, les boutiques pillées, les sinistrés fouillant les décombres à la recherche de leurs photos et de leur argent, l'arrivée des Allemands, chacun situé précisément où, dans quelle ville, les Anglais toujours corrects, les Américains sans gêne, les collabos, le voisin dans la résistance, la fille X tondue à la libération, le Havre rasé, où il ne restait plus rien, le marché noir, la propagande, les boches en fuite traversant la Seine à Caudebec sur des chevaux crevés, la paysanne qui lâche un gros P dans un compartiment de train où se trouvent des Allemands et proclame à la cantonade « Si on ne peut pas leur dire, on va leur faire sentir ». Sur fond commun de faim et de peur, tout se racontait sur le mode du nous et du on. Il parlait de Pétain en haussant les épaules. Trop vieux et déjà gaga quand on était allé le chercher faute de mieux. Ils imitaient le vol et le grondement des V2 tournant dans le ciel, mimaient les froids passés, avec de feintes délibérations aux moments les plus dramatiques. Qu'est-ce que je fais pour tenir en haleine ? C'était un récit plein de mort et de violence, de destruction, narré avec une jubilation que semblait vouloir démentir par intervalles il ne faut plus jamais revoir ça, vibrant et solennel, suivi d'un silence,
comme une mise en garde à l'adresse d'une instance obscure, le remords d'une jouissance. Mais ils ne parlaient que de ce qu'ils avaient vu, qui pouvait se revivre en mangeant et en buvant. Ils n'avaient pas assez de talent ou de conviction pour parler de ce qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient pas vu. Donc, ni des enfants juifs montant dans des trains pour Auschwitz, ni des morts de faim ramassés au matin dans le ghetto de Varsovie, ni des 10 000 degrés d'Hiroshima. D'où cette impression que les cours d'histoire, les documentaires et les films, plus tard, ne dissiperaient pas. Ni les fours crématoires ni la bombe atomique ne se situaient dans la même époque que le beurre au marché noir, les alertes et les descentes à la cave. Ils embrayaient par comparaison sur la guerre d'avant, la grande, celle de 14, gagnée, elle, dans le sang et la gloire, une guerre d'hommes que les femmes de la table écoutaient avec respect. Ils parlaient du chemin des dames et de Verdun, des gazés, des cloches du 11 novembre 1918. Ils nommaient des villages dont pas un enfant parti au front n'était revenu. Ils opposaient les soldats dans la boue des tranchées aux prisonniers de 40, au chaud et à l'abri pendant 5 ans, qui n'avaient même pas reçu de bombe sur la tête. Ils se disputaient l'héroïsme et le malheur. Ils remontaient en des temps où eux-mêmes n'étaient pas encore. La guerre de Crimée, celle de 70, les Parisiens qui avaient mangé des rats. Dans le temps d'avant raconté, il n'y avait que des guerres et la faim. Pour finir, ils chantaient « Ah le petit vin blanc » et « Fleurs de Paris », en hurlant les mots du refrain « Bleu, blanc, rouge sur les couleurs de la patrie », dans un chœur assourdissant. Ils étiraient les bras et riaient, encore un que les boches n'auront pas. Les enfants n'écoutaient pas et se dépêchaient de quitter la table dès qu'ils en avaient reçu la permission, profitant de la bienveillance générale des jours de fête pour se livrer aux jeux interdits, sauter sur les lits et faire de la balançoire la tête en bas. Mais ils retenaient tout, à côté du temps fabuleux dont ils n'ordonneraient pas avant longtemps les épisodes, la débâcle, l'exode, l'occupation, le débarquement, la victoire. Ils trouvaient terne celui sans nom où ils grandissaient. Ils regrettaient de ne pas avoir été nés, ou à peine, quand il fallait partir en cohorte sur les routes et dormir sur la paille comme des bohémiens. De ce temps non vécu, ils garderaient le regret tenace. La mémoire des autres leur refilait une nostalgie secrète pour cette époque qu'ils avaient manqué de si peu et l'espérance de la vivre un jour. De l'épopée flamboyante, il ne restait que les traces grises et muettes des blocos au flanc des falaises, des monceaux de pierres à perte de vue dans les villes, des objets rouillés, des carcasses de lits en ferraille tordue surgissaient des décombres. Les commerçants sinistrés s'installaient dans des baraquements provisoires à la lisière des ruines. Des obus oubliés par le déminage éclataient dans le ventre des petits garçons qui jouaient avec. Les journaux prévenaient, ne touchez pas aux munitions. Les médecins enlevaient les amygdales des enfants délicats de la gorge qui se réveillaient de l'anesthésie à l'éther en hurlant et qu'on forçait à boire du lait bouillant. Sur des affiches délavées, le général de Gaulle, de 3/4, regardait au loin sous son képi. Le dimanche après-midi, on jouait aux petits chevaux et aux mistigris. La frénésie qui avait suivi la libération s'estompait. Alors, les gens ne pensaient qu'à sortir, et le monde était plein de désirs à satisfaire sur le champ. Tout ce qui constituait la première fois depuis la guerre provoquait la ruée. Les bananes, les billets de la loterie nationale, le feu d'artifice. Par quartiers entiers, de la grand-mère soutenue par ses filles aux nourrissons en landau, les gens se précipitaient à la fête foraine, à la retraite au flambeau, au cirque Bouglione, où il manquait d'être piétiné dans la bousculade. Ils se portaient en foule priante et chantante sur la route pour accueillir la statue de Notre-Dame de Boulogne et la reconduire le lendemain sur des kilomètres. Profanes ou religieuses, toute occasion leur était bonne d'être dehors ensemble, comme s'ils voulaient continuer de vivre collectivement. Le dimanche soir, les cars revenaient de la mer avec de grands jeunes gens en short qui chantaient à tue-tête, grimpés sur le toit à bagages. Les chiens se promenaient en liberté et s'accouplaient au milieu de la rue. Ce temps même commençait à être souvenir de jours dorés dont on éprouvait la perte en entendant à la radio « Je me souviens des beaux dimanches, mais oui, c'est loin tout ça.
Les enfants, cette fois, regrettaient d'avoir traversé trop petit cette période de la libération sans vraiment la vivre. Cependant, on grandissait tranquillement, heureux d'être au monde et d'y voir clair, au milieu des recommandations de ne pas toucher aux objets inconnus et de la déploration incessante à propos du rationnement, des coupons d'huile et de sucre, du pain de maïs lourd à l'estomac, du coq qui ne chauffe pas. Y aura-t-il du chocolat et de la confiture à Noël ? On commençait d'aller à l'école avec une ardoise et un porte-mine, en longeant des espaces déblayés de leurs décombres, arasés dans l'attente de la reconstruction. On jouait au mouchoir, à la bague d'or, à la ronde en chantant « Bonjour Guillaume, as-tu bien déjeuné ?» à la balle au mur sur « Petite bohémienne, toi qui voyages partout ». On arpentait la cour de récréation en se tenant par les bras et en scandant « Qui est-ce qui joue à cache-cache ?» On attrapait la gale, des poux, asphyxiés sous une serviette à la Marie-Rose. On grimpait à la file dans le camion de la radio pour la tuberculose en gardant manteau et cache-nez. On passait la première visite médicale en riant de honte d'être juste en culotte dans une salle que ne réchauffait pas la flamme bleue courant dans un plat rempli d'alcool à brûler sur la table à côté de l'infirmière. Bientôt, on défilerait tout en blanc dans les rues sous les acclamations de la première fête de la jeunesse, jusqu'au champ de course où, entre le ciel et l'herbe mouillée, on exécuterait sur la musique hurlante des haut-parleurs le mouvement d'ensemble, dans une impression de grandeur et de solitude. Les discours disaient qu'on représentait l'avenir. Dans la polyphonie bruyante des repas de fête, avant que surviennent les disputes et la fâcherie à mort, nous parvenait par bribes, entremêlé à celui de la guerre, l'autre grand récit, celui des origines. Des hommes et des femmes surgissaient sans autre désignation parfois que leur titre de parenté, père, grand-père, arrière-grand-mère, réduits à un trait de caractère, une anecdote drôle ou tragique, à la grippe espagnole, l'embolie ou le coup de pied de cheval qui les avait emportés. Des enfants qui n'avaient pas atteint notre âge, une cohorte de figures qu'on ne connaîtrait jamais. Se mettaient en place les fils d'une parenté difficile à débrouiller durant des années, jusqu'à ce qu'enfin on puisse délimiter correctement les deux côtés et séparer ceux qui nous sont quelque chose par le sang de ceux qui ne nous sont rien. Récit familial et récit social, c'est tout un. Les voix des convives délimitaient les espaces de la jeunesse. La campagne et les fermes où, de mémoire perdue, les hommes avaient été commis et les filles servantes. L'usine où tous s'étaient rencontrés, fréquentés et mariés. Les petits commerces où avaient accédé les plus ambitieux. Elle dessinait des histoires sans événements personnels autres que les naissances, les mariages et les deuils. Sans voyage en dehors du régiment dans une lointaine ville de garnison. Des existences occupées par le travail, sa dureté et son usure, les menaces de la boisson. L'école était un arrière-fond mythique, un bref âge d'or dont l'instituteur avait été le dieu rude avec sa règle en fer pour taper sur les doigts. Les voix transmettaient un héritage de pauvreté et de privation antérieure à la guerre et aux restrictions, plongeant dans une nuit immémoriale, dans le temps, dont elles égrenaient les plaisirs et les peines, les usages et les savoirs. Habiter une maison en terre battue, porter des galoches, jouer avec une poupée de chiffon, laver le linge à la cendre de bois, accrocher à la chemise des enfants près du nombril un petit sac de tissu avec des gousses d'ail pour chasser les vers. Obéir aux parents et recevoir des calottes. Il aurait fait bon répondre. Recenser les ignorances, tout l'inconnu et le jamais d'autrefois. Manger de la viande rouge, des oranges, avoir la sécurité sociale, les allocations familiales et la retraite à 65 ans. Partir en vacances. Rappeler les fiertés, les grèves de 36, le Front populaire. Avant, l'ouvrier n'était pas compté. Nous, le petit monde, rassis pour le dessert, on restait à écouter les histoires lestes que, dans le relâchement des fins de repas,
l'assemblée, oubliant les jeunes oreilles, ne retenait plus. Les chansons de la jeunesse des parents qui parlaient de Paris, des filles tombées au ruisseau, de gigolettes et de rôdeurs de barrières, le grand rouquin, l'hirondelle du Faubourg, du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, des romances de grande pitié et de passion auxquelles la chanteuse, les yeux fermés, se donnait de tout son corps et qui faisaient monter les larmes essuyées au coin de la serviette. À notre tour, nous avions le droit d'attendrir la tablée avec étoiles des neiges. De main en main passaient des photos brunies au dos tachées par tous les doigts qui les avaient tenues dans d'autres repas. Mélange de café et de graisse fondue en une couleur indéfinissable. Dans les mariées raides et graves, les invités de la noce s'étageant sur plusieurs rangs le long du mur, on ne reconnaissait ni ses parents, ni personne. Ce n'était pas soi non plus, ce qu'on voyait dans le bébé de sexe indistinct, à demi nu sur un coussin, mais quelqu'un d'autre. Une créature appartenant à un temps muet et inaccessible. Au sortir de la guerre, dans la table sans fin des jours de fête, au milieu des rires et des exclamations, on prendra bien le temps de mourir, allez. La mémoire des autres nous plaçait dans le monde. Voilà.